It brings a tear into my eyes when I begin. Mardi 22 juin 2021, une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse, avec l'historien et critique de cinéma Antoine Debec, autour de la présentation de son ouvrage « Le cinéma est mort, vive le cinéma », publié aux éditions Gallimard dans la collection Bibliothèque des idées. Bonne écoute. Just like a child, my pouring tears. Bon, en attendant, nous sommes avec toi pour ce nouvel opus qu'on attendait déjà depuis une année, que tu devais déjà venir présenter l'année dernière, et que le second volet de Histoire Caméra aux éditions Gallimard, dans cette magnifique collection Bibliothèque des histoires illustrées. Alors la règle du jeu, c'est qu'on va s'interrompre à 18h20 précisément pour être 10 minutes après dans la salle de la Cinémathèque où il y a eu quelques soucis de calage d'horaire avec, mais ça c'est ma faute, ça n'est absolument pas la faute de Franck Lubé et Franck Loiret qui t'accueilleront tout à l'heure pour une présentation dans le cadre de ce cycle Cinémascope et autour de ce thème de la mort du film Cléopâtre de Mankiewicz, et que tu nous permettras peut-être de redécouvrir, et qui est un film qui dure 4 heures, donc voilà, la projection commencera à 19h et se terminera à 23h, mais il n'y a plus de couvre-feu, donc tout le monde peut rentrer à la maison sans se faire mettre les menottes. Voilà, et je ne vais pas non plus te mettre les menottes, mais on va très vite t'écouter sur alors, quelques-uns des éléments qui composent ce livre qui fait suite à cet ensemble d'enseignements à Normal Sup. Alors, on va pas donner le détail, mais peut-être dire qu'il y a une partie, on va dire histoire caméra, de la machine, sur laquelle je vais te demander d'intervenir dans un premier temps. Puis il y a une grande partie Godard, tu nous diras pourquoi, comment, et Godard et l'histoire. Et puis, il y a une partie d'un cinéma plus récent, plus actuel, avant finalement que tu ne reviennes à ce que tu aimes aussi par-dessus tout au cinéma. Godard, alors, tu veux peut-être dire un mot de cette composition ? Alors cette composition, oui, elle a... Disons que ce qui est à la fois un heureux contexte et un malheureux contexte, c'est en même temps aussi une question, la mort du cinéma, qui est très actuelle. Voilà, le cinéma s'est arrêté pendant presque un an, et c'est vrai que beaucoup d'interrogations ont été suscitées par ce qui pourrait être un terminus du cinéma, une disparition, en tout cas de la salle de cinéma, évidemment. On a vécu pendant un an sans salle de cinéma. Qu'est-ce qui va se passer avec la réouverture ? Toutes ces questions, elles sont pas encore résolues, évidemment, mais elles se sont posées. Ça fait partie, je dirais, évidemment, de la composition du livre, qui, comme tu l'as dit, était prêt avant le confinement, mais à la fois, je trouve que il fallait évidemment prendre en compte cette dernière mort du cinéma, une de plus. Donc ça rentrait complètement dans le thème du livre. Et donc c'est pour ça que j'ai ajouté une sorte d'épilogue qui est écrit spécialement sur cette question qui se repose aujourd'hui de la mort du cinéma, de la disparition de la salle, de la fermeture des salles de cinéma. Donc, en fait, j'étais parti avant Godard, donc sur lequel on reviendra, de cette idée comme une sorte de
de ritournelles, d'antiennes. C'est-à-dire, voilà, le cinéma est mort. C'était quelque chose qui, d'ailleurs, m'énervait un petit peu, m'agaçait, comme une sorte un peu presque de marronnier dans la presse, voilà, la mort du cinéma. Et j'ai voulu lui donner une profondeur historique. Et ça, c'est comme ça que j'ai procédé, en fait, pour reposer cette question et essayer d'y apporter plusieurs réponses, puisque ce qui est évidemment paradoxal et étonnant et en même temps pas très surprenant, c'est que le cinéma n'a jamais cessé de poser cette question, hein, de sa mort. Voilà, de sa fragilité, de sa disparition très prochaine. Et ce qui m'a intéressé, c'est que c'est à la fois cette longue durée de la question, donc puisqu'on en trouve, et j'ai consacré toute une première partie du livre à cela, la trace dès les débuts du cinéma. Voilà, cette célèbre mise en doute du cinéma, de sa propre invention, hein, par Lumière. Voilà, le cinéma est une invention sans avenir, qui est reprise comme une sorte de slogan, comme ça, dans Le Mépris par Jean-Luc Godard, une sorte de signature de l'écran sur lequel passent les rushs tournés par Fritz Lang dans le film. Et donc, à la fois, il y avait cette question de la fragilité ou je dirais de la mort imminente, hein, d'un média, d'un médium, voire d'un art, qui se pose dès le début du cinéma. Donc il fallait mener l'enquête sur cela. Qu'est-ce que ça veut dire que cette phrase, voilà, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, dans quel contexte elle intervient, et dès qu'on se plonge dans le détail, évidemment, beaucoup de choses deviennent plus intéressantes et donnent à cette phrase un petit peu, je dirais, voilà, convenue, hein, le cinéma est mort, lui donne une sorte de résonance, lui donne aussi une diversité d'interprétations, hein, qui m'a vraiment intéressé. Et c'est autour de cela, de tous ces moments, en fait, où cette question s'est posée, que j'ai construit le livre. Donc c'est pour ça que sa construction voilà, nous mène aux origines même du cinéma, avec les Lumières, puis ensuite à certaines de ces ruptures, ou en tout cas de ces mutations qui reposent cette question, donc autour de la Première Guerre mondiale, autour évidemment du passage du muet au parlant, autour de la Seconde Guerre mondiale, et puis qu'on retrouve ensuite autour, j'en parlerai tout à l'heure à la Cinémathèque, voilà, de la crise du cinéma américain dans les années 50. C'est peut-être là où la question, on l'a oubliée, mais se pose de façon la plus urgente, hein. Et puis ensuite, à chaque fois qu'il y a une nouvelle métamorphose, une nouvelle mue technologique, avec l'arrivée de la vidéo, avec l'arrivée ensuite de la miniaturisation des caméras, ensuite avec l'arrivée du numérique, évidemment. À chaque fois, cette question se repose. Et ce qui m'a intéressé, c'est à la fois, je dirais, la diversité des contextes, la diversité des moments où cela se pose. C'est évident que ça ne se pose pas de la même façon quand on est devant ce type de mutation technologique, voilà, où effectivement on peut se poser la question sur le devenir du cinéma, puisque un certain type de film, un certain type voilà, technologiquement, un certain type de manière de voir les films est en train de
de connaître une forme de crise parce qu'une nouvelle est en train de la surpasser ou en tout cas de la dépasser technologiquement. Donc voilà, on peut tout à fait comprendre qu'à ce moment-là, cette question se pose. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, et je dois dire mis en doute, c'est que cette question peut se poser de façon très, très différente, notamment par rapport à deux aspects du cinéma. D'un côté, je dirais son lien, je dirais presque intrinsèque, non seulement technique, mais aussi voilà, ontologique, philosophique, psychologique, esthétique avec la mort. Voilà, c'est... Pourquoi est-ce que tant de gens ont associé le cinéma à la mort dès les débuts du cinéma? C'est une question qui évidemment va précipiter le cinéma vers sa propre finitude, hein. L'idée que voilà, le cinéma est un art tellement associé à la mort que ça peut remettre en question sa nature même. Et puis l'autre association très forte, c'est l'association du cinéma avec l'histoire. Voilà. Pourquoi est-ce qu'à certains moments, notamment de crise historique, de rupture historique, voilà, de moments où on a l'impression d'être devant une sorte d'abîme, de basculement, notamment donc lié aux guerres, c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'on place dans le cinéma une telle, je dirais presque une telle responsabilité? En ce cas, bon, on abordera le cas de la Seconde Guerre mondiale et de la manière dont Godard a pu l'associer à l'histoire, hein, qui est vraiment liée à ce moment-là. Mais dès la Première Guerre mondiale, ce qui est intéressant, me semble, c'est l'idée que le cinéma, dans ce qui est en train de se passer sous les yeux des belligérants et des opinions publiques, on confie au cinéma une double mission en se demandant si le cinéma va pouvoir l'accomplir. On lui demande à la fois d'être, je dirais, le médium, la transcription à la fois mécanique et artistique de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire de cette violence qui s'est déchaînée. Comment est-ce que le cinéma peut filmer ça, peut en témoigner, à la fois en étant présent, je dirais, dans les jusqu'à rêver qu'il soit présent dans les combats, qu'il puisse montrer les combats, témoigner de cela. Et puis d'autre part, je dirais, avec ses moyens propres, sa grammaire, ses facultés à faire récit, à mettre en scène, à déplacer les foules, à avoir des effets spectaculaires, de reconstituer cette guerre nouvelle. Et donc on a une sorte d'adéquation entre cette nouvelle machine de guerre industrielle extrêmement puissante, efficace. On n'avait jamais eu autant de... Je dirais le pouvoir de faire la guerre n'a jamais été aussi violent, hein, et cette nouvelle machine à voir qu'est le cinéma, qui lui non plus n'a jamais eu autant de moyens pour pouvoir reconstituer cela. Donc c'est vrai que c'est une question qui a été posée notamment aux grands cinéastes américains. Dès que les Américains entrent dans le conflit, et même avant, les cinéastes hollywoodiens le cinéma commence à s'installer à Hollywood à ce moment-là, se posent la question de comment filmer ce qui est en train d'arriver, comment filmer la guerre, et de mettre les moyens pour pouvoir la filmer avec, je dirais, toute sa violence, son mouvement, la mort aussi omniprésente. Et donc des grands cinéastes comme Griffith, King Vidor se posent ces questions et vont faire des films où, en tout cas tels qu'on peut les apprécier en les voyant encore aujourd'hui, et surtout en reconstituant les manières dont ils ont été vus à l'époque.
parce que c'est pas du tout la même chose, on peut voir combien ils ont été impressionnants, et notamment par leur faculté je dirais à mettre en cinéma cette violence et cette mort à l'œuvre. Et donc beaucoup de témoignages ont été à la fois fascinés par ça et horrifiés par ça, parce que se pose évidemment cette question morale. Est-ce que le cinéma est fait pour cela? Est-ce que le cinéma est fait pour enregistrer cette violence, pour enregistrer cette mort au combat? Voilà, beaucoup de critiques ont posé cette question au cinéma, à ce cinéma américain notamment, qu'ils voyaient, qui était en train de révolutionner la manière de faire du cinéma. C'est vraiment autour de comment filmer la guerre que cette révolution du cinéma s'est déroulée, notamment chez des cinéastes comme Griffith, mais en même temps posant à ce cinéma, ces critiques ont posé à ce cinéma des questions morales sur est-ce que, voilà, quelle est la responsabilité du cinéma par rapport à l'histoire, par rapport à cette violence de guerre. Et donc, voilà, ça m'a semblé très intéressant de reposer cette question de la mort du cinéma à partir aussi de l'histoire. Et ce qui m'a paru... et j'arrête cette première, cette première réponse. Ce qui m'a paru peut-être le plus intéressant, c'est que à chaque fois que cette question de la mort du cinéma a été posée, ça a suscité ce genre de controverse, de débat dont je viens de parler pour la Première Guerre mondiale, qui, à chaque fois, ont générer de nouvelles formes de cinéma. Voilà, c'est pour ça qu'on en vient à cette formule un peu paradoxale que j'utilise dans le livre, hein, pour dire que le cinéma n'est vivant que de poser la question de sa mort. Qu'en posant la question de sa mort. Il me semble, une des caractéristiques du cinéma. Alors on pourrait sûrement trouver cela dans d'autres arts, notamment on l'a trouvé dans la photographie, par exemple. Mais en tout cas, pour le cinéma, cette question se pose de façon très, très urgente je dirais à une quinzaine de moments de son histoire. On a cette impression que, en entrant dans ce que certains décrivent comme une mort annoncée, une mort prochaine, une sorte d'agonie, en fait, voilà, l'agonie, dans la fièvre qui saisit l'agonisant à ce moment-là, il ne cesse de faire des propositions pour se renouveler et donc pour revivre, d'où le titre du livre, hein, qui est un titre en diptyque qui reprend aussi une formule célèbre de la royauté française. Hein. Voilà, c'est pas le roi est mort, vive le roi, c'est le cinéma est mort, vive le cinéma. Il me semble que c'est aussi une des caractéristiques de cette question de la mort du cinéma, c'est que à chaque reprise, elle entraîne, et on pourra en parler pour aujourd'hui, hein. C'est pour ça que bon, ça conforte ma nature qui est plutôt optimiste, hein. Je dirais à chaque fois, ces questions qui semblent vitales pour le cinéma, voilà, est-ce qu'il va mourir, en fait, relance des hypothèses, relance parfois des genres cinématographiques, relance des questions qui sont d'ordre, au contraire, très vital et parfois expérimental. Voilà. Donc, par exemple, sur la Première Guerre mondiale, la réponse à la mort du cinéma est peut-être par celui qui a été le plus, je dirais, le plus obsédé par cette question du pouvoir de son art et du lien de son art avec la mort. C'est Abel Gans, hein, qui fait une réponse absolument magnifique dans J'accuse, à la fin du conflit. Le film commence à être tourné en 1917. Il prendra presque 2 ans pour être achevé, et où Abel Gans refuse de façon très claire,
on le voit vraiment dans ses notes et dans son film, refuse de filmer la violence comme ou la mort à l'œuvre, la mort donnée dans le plan, par exemple, comme elle est filmée, cette violence et cette mort dans le cinéma américain de ce moment-là, pour partir vers un autre cinéma qui n'a pas moins de rapport à la mort, hein, qui est une sorte de rapport, je dirais, de cinéma allégorique, où tout d'un coup, ce n'est pas la mort qui est donnée à l'œuvre, qui est donnée à voir, mais c'est le réveil des morts. Hein. C'est la célèbre fin de la conclusion de J'accuse, hein, où les morts se relèvent du champ de bataille, mais non pas dans une sorte de parousie où ils vont être sauvés et vivre au paradis, hein, pas du tout. Ils viennent poser la question de leur propre finitude à ceux qui sont restés vivants, à ceux qui sont restés au front, à l'arrière. Donc les hommes qui sont morts au combat se lèvent pour accuser ou en tout cas questionner les vivants. Pourquoi est-ce que nous sommes morts? À quoi ça sert que nous sommes morts si vous ne vous souvenez pas de nous, si vous ne respectez pas les valeurs qu'on a pu porter en mourant. Donc voilà, cette réponse d'Abel Gans, elle est à la fois au niveau, je dirais, d'une sorte de morale. Il ne veut pas filmer la mort à l'œuvre dans le plan. Il ne veut pas filmer cette violence-là. Et elle est aussi au niveau esthétique, hein, puisque pour faire passer cette idée qui pourrait être évidemment saugrenue, ridicule, un peu déplacée, il est obligé d'inventer une sorte de grande forme expérimentale cinématographique qui est aussi puissante et aussi lyrique, si on veut, que le grand cinéma américain de la même époque, mais qui va dire autrement, va poser autrement la question de la mort au cinéma, de comment filmer la mort par le cinéma, et proposer en fait une sorte de réponse qui est un autre cinéma, une autre manière une autre proposition formelle de cinéma. Et donc on est bien dans ce schéma où cette question de la mort du cinéma, elle engendre un nouveau cinéma en fait. Et c'est cet engendrement-là qui, moi, m'a toujours assez fasciné, intéressé. Et le livre porte sur cela, c'est-à-dire comment est-ce que la question de la mort du cinéma ne cesse de hanter le cinéma et de provoquer une expérimentation formelle. Merci pour. C'est pas une première réponse, c'est déjà un très beau panorama d'un certain nombre de thèmes que tu abordes dans cet ensemble. Et alors, si on repart depuis le tout début, donc la mort comme le cinéma s'obsédant de la question de la mort comme un élément intrinsèque aux œuvres cinématographiques et au cinéma, et peut-être pour rester dans l'univers de Gans avec Artaud et qui le marat absolument le marat de Monsieur Gans. Cette citation d'Artaud, c'est drôle parce que trois fois tu as dit la mort à l'œuvre. La mort à l'œuvre, c'est le titre de la thèse de Surya sur Georges Bataille. Et bon, voilà quand même quelqu'un à qui la question de la mort n'a pas échappé. Et j'ai pas trouvé de traces de Bataille dans ton livre, et d'ailleurs, je ne suis pas sûr finalement que Bataille ait parlé beaucoup de cinéma. Ce serait peut-être intéressant aussi que tu dises un mot là-dessus, si pour autant que tu aies pu croiser Bataille, ou que tu t'en sois servi pour cet ensemble de recherches. Mais concernant Gans, ça ramène à l'introduction de ton livre et à cette idée de machine à abolir la mort,
qui apparaît dès les prémices du cinéma, dès le début, dès l'invention du cinéma. Et je lis cette citation d'Artaud parce que je la trouve vraiment très très belle. Et lui, il se collette à la des fois on les a rapprochés, Artaud et Bataille, mais là, en lui, il s'y collette. Au cinéma, il écrit en 1930, le monde cinématographique est un monde mort, illusoire et tronçonné, outre qu'il n'entoure pas les choses, qu'il n'entre pas au centre de la vie, que des formes il ne retient que l'épiderme et ce qu'en peut rejoindre un angle visuel fort restreint, on ne refait pas la vie. Des ombres vivantes, inscrites dans un nombre de vibrations à jamais fixées, sont des ombres désormais mortes. Le monde du cinéma est un monde clos, sans relation. Ça, la dernière phrase est quand même très puissante. Hein. Le monde du cinéma est un monde clos, sans relation avec l'existence. On sait combien la nouvelle vague a compté pour toi, le temps de la cinéphilie, l'invention de la cinéphilie, l'invention de la critique. Et tu as été le premier biographe de Truffaut. Il y a quelque chose d'un peu antinomique, en tout cas, avec cet univers de la nouvelle vague, avec le côté, quand on aime la vie, on va au cinéma. Là, le monde du cinéma est sans relation avec l'existence. Voyons, comment tu peux te débrouiller de ces représentations de la mort. Truffaut est à la fois celui qui dit... ce qui est devenu un slogan, mais en tout cas que le cinéma l'a sauvé et que le cinéma est lié à la vie. Et c'est en même temps celui qui filme la Chambre verte, c'est-à-dire celui qui est aussi obsédé par la mort et par le fait que le cinéma c'est une question qui se pose dès le début du cinéma, hein. Ce lien intrinsèque à la mort qui fait du cinéma à la fois un art, je dirais, funèbre, un art de fantôme, un art de spectre. Et ça, les premiers témoignages de ceux qui sont rentrés dans une salle de cinéma dès les premières projections au Grand Café, par exemple, disent combien ils ont été saisis devant, alors évidemment un monde spectral parce qu'il est en noir et blanc, parce qu'il est muet. Évidemment, tout cela recompose et développe cette association avec cet art de fantôme, de cet embaumement en fait du réel, hein, cet embaumement des corps, et en même temps très vite le cinéma va être associé à une sorte de sursaut vital, précisément parce qu'il est un art fait avec des morts. J'ai trouvé dans ces recherches sur un peu archéologiques comme ça sur les débuts du cinéma une idée qui m'avait paru extrêmement forte. C'est ce que un projet dans une église de chambre mortuaire cinématographique, c'est-à-dire permettre aux gens qui ont perdu un proche, de se réunir pour voir des images de cet homme ou de cette femme qui aurait été enregistrées au cours de sa vie. Alors c'est une rêverie, hein, mais c'est une rêverie extrêmement puissante qui dit à la fois que effectivement le cinéma n'est fait que de fantômes, hein, de ces gens qui sont là capturés sur l'image, leur destin, évidemment, c'est de mourir. Et parfois, ça arrive très vite. Et parfois, donc, on se retrouve avec beaucoup d'émotion devant la capture de la mort à travers des personnages encore vivants. Mais ce qu'on voit, c'est la disparition, c'est qu'ils ne sont plus là. Et donc, cette dialectique entre la mort et la vie, elle est présente dès les débuts du cinéma. Mais ce qui, d'une certaine manière, va assurer ou faire basculer, je dirais, le cinéma du côté de la vie, hein, c'est plutôt les conditions dans lesquelles on va voir ces films. Alors, on n'est pas
on est loin de l'église et de la chambre mortuaire cinématographique, hein, qui a été un rêve mais qui n'a jamais été réalisé. On n'en a plus que la trace rêvée. Ce qui est la réalité du cinéma très vite, hein, c'est la manière dont on le regarde. Et au contraire, là, c'est évidemment quelque chose qui a à voir avec la vie, une sorte d'exubérance même. Où ce qu'on voit peut être toujours des fantômes, mais ce sont des fantômes qui vous font vibrer, des fantômes qui vous font rire, des fantômes qui vous font être ensemble, voilà, avoir une expérience collective très sensible comme ça de la salle, des fantômes qui très vite sont mis en musique, sont animés de mouvements grotesques. Donc voilà, le cinéma très, très rapidement arrive à faire basculer tout ce qui peut avoir comme portée morbide, comme, je dirais, définition funèbre, vers une réception qui, au contraire, va métamorphoser ces fantômes encore vivants. Et je dirais, c'est là où on retrouve Truffaut. C'est-à-dire que voilà, Truffaut est à la fois celui qui a été sauvé par le cinéma et qui, en même temps, le précipitait régulièrement, hein, vers un art funèbre. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est très présent dans le livre, cette double nature du cinéma. Hein, cette nature à la fois, je dirais, d'embaumement, de témoignage sur quelque chose qui est passé, donc qui a disparu, hein, qui est lié à la mort, et puis en même temps, cette façon dont le cinéma peut être très actif pour accompagner les grands moments de l'histoire, les grandes crises, mais aussi tous les moments, je dirais, d'émotion très vivants de chaque spectateur, quoi. Donc oui, c'est sûr que c'est quelque chose d'important. Et ce sans relation avec l'existence que donne Artaud, qu'écrit Artaud, c'est parce que le théâtre, lui, peut être en relation avec l'existence, mais pas le cinéma. Parce que ça, tu n'abordes pas dans ton livre, hein, ce rapport du théâtre et du cinéma qui, à l'époque, fait beaucoup l'objet de recherches et de spéculations. Oui, oui. C'est vrai que bon, il y a pas mal de choses que j'aborde pas dans le livre. Le livre suit vraiment une idée autour de cette résurgence comme ça régulière de la question de la mort du cinéma. Et c'est vrai que je croise assez peu les autres arts où cette question se pose aussi. Donc, mais c'est vrai que j'ai voulu privilégier la piste cinématographique. Bon, on va aborder la deuxième partie, enfin, ce que tu nous as donné comme deuxième partie, c'est-à-dire la mort du cinéma, peut-être à travers la question de l'histoire. Et je reprends ce thème de la mort à l'œuvre, enfin, ce que tu as abordé à plusieurs reprises dans ta présentation. La mort à l'œuvre, il y a aussi la mort industrielle, et la mort industrielle aura été celle de cet événement sans précédent qui est la Shoah. Et il y a une partie centrale dans ton livre qui est consacrée à la fois à la proximité et au conflit entre deux auteurs qui sont Lanzmann et Godard, que tu associes tout en les dissociant. Et voilà, évidemment autour de cette chose inouïe et qui aura marqué le siècle de toute son horreur et qui est la Shoah. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu paradoxal de consacrer une part du livre, qui est une part assez conséquente, et où Godard y occupe une place centrale, une part du livre à la question je dirais, de la responsabilité du cinéma, la responsabilité historique et morale du cinéma par rapport à
à ce qui serait la mort, entre guillemets, par excellence, c'est-à-dire la mort de masse pendant la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement l'extermination, les camps d'extermination. Moi, il m'a paru que je ne pouvais pas faire un livre sur la question de la mort du cinéma sans aborder cela, parce que c'est une question qui a été posée en ces termes dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et notamment, très précisément, en 1948, quand est montré à Paris, à la salle Pleyel, un film qui s'appelle La dernière étape, qui a été réalisé par des survivantes d'Auschwitz, des Polonaises, et qui ont, qui a voulu, à Auschwitz même, filmer un récit de fiction, une histoire dans le camp avec d'anciennes déportées et survivantes. Et quand ce film sort en 1948, quand il est montré à Paris, voilà, la question se pose, où se situe le cinéma, hein, par rapport à une question comme ça? Est-ce qu'il peut reconstituer ce qui s'est passé, et notamment donc la mort de masse, l'extermination? Comment est-ce qu'il peut le faire? Et quelles sont les grandes questions, je dirais, de morale, de respect de l'histoire, de responsabilité face à l'histoire qui se pose à ce moment-là? Et donc, cette question, elle va être posée à la fois très directement sur le mode il faut se souvenir, il faut que ces films existent parce que c'est ça qui empêchera le retour de la bête immonde, hein, voilà. Il faut que ces films existent. C'est la première réponse qui est apportée. Et après se pose la question du comment filmer ça. Et c'est à cette question du comment filmer ça que toute une série de films vont répondre, en tout cas vont disposer des réponses possibles. Et c'est là où je trouve que ces films posent la question de la responsabilité du cinéma face à l'histoire, avec cette question qui est me semble-t-il, incluse, qui est posée aussi, c'est si le cinéma n'est pas capable de filmer ça, il est mort. Hein, il déchoit face à l'histoire, il déchoit face à ses responsabilités, et il est voilà, c'est un cinéma. Le cinéma est inutile. Hein, ça, bon, c'est la grande réponse de Godard, hein, qui voit dans cette question, je dirais presque un peu le juge de paix, hein, Lord Ali du cinéma. Si le cinéma n'est pas capable de répondre à cette question, il déchoit et il est condamné à mort, en quelque sorte, au nom de la morale, au nom de l'histoire. Donc c'est pour ça que j'ai intégré cette question dans le livre. Et c'est vrai que cette question, elle va se reposer très régulièrement depuis, je dirais, le premier film occidental, donc non polonais, hein, occidental, en tout cas depuis un certain nombre de films occidentaux qui ont cette volonté de raconter des histoires à l'intérieur de camps de la mort, hein, de camps de concentration qui sont des camps de la mort. Voilà, il y en a assez rapidement, aussi bien à Hollywood qu'en Europe, disons dans les années 50. Et puis cette question, donc voilà, elle va se reposer à chaque fois que ces films. Est-ce que, par exemple, c'est une question qui est posée à George Stevens quand il fait le journal d'Anne Frank, est-ce que on peut reconstituer en studio un camp de la mort?
Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? Est-ce que le cinéma est fait pour ça? Est-ce que là, bon, la réponse, elle est généralement non, négative. Enfin, voilà, les critiques, les théoriciens du cinéma, ceux qui s'interrogent sur la possibilité, le pouvoir du cinéma, je dirais pas chez les techniciens ou chez les producteurs, hein, ou même les cinéastes qui peuvent avoir une autre réponse, mais en tout cas, voilà, cette question. En tout cas, ce qui est dit à chaque fois, c'est qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre, il y a et surtout un certain nombre de questions morales à se poser. Voilà, quand on filme des déportés, évidemment, il faut se poser ces questions-là. Sinon, très vite, on produit un cinéma qui est jugé obscène, qui est jugé, je veux dire, qui est condamné au nom de la morale. Donc voilà, cette question s'est posée sur un film italien qui s'appelle Capo, hein, de Gillo Pontecorvo, avec un célèbre texte de Jacques Rivette, hein, qui s'appelle De l'abjection, qui dit très précisément ce plan dans Capo, celui qui l'a filmé, voilà, je dis que c'est un salaud, je dis que c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être cinéaste, et que ce film-là, en fait, ça veut dire la mort du cinéma. Donc voilà, une controverse autour de ce film qui naît à ce moment-là. Évidemment, les traces de l'histoire vont relancer ces débats. C'est sûr que pendant un certain temps, cette question était, je dirais, très, très importante, mais elle ne se posait pas aussi, en termes aussi précis et aussi controversée, hein, qu'elle a pu se poser après certains événements historiques. Et donc, notamment, par exemple, le procès Eichmann, hein, en 61, a donné tout d'un coup une urgence à cette question. Et puis ensuite, le moment historique d'après, et c'est ce que tu y faisais allusion, hein, c'est cette opposition entre Godard et Lanzmann. Voilà, Lanzmann, quand il réalise Shoah, hein, qui sort dans les années 80, après un long tournage de plus de 10 ans. Voilà, c'est vraiment un moment, je dirais, c'est non seulement un moment de cinéma, mais c'est aussi un moment d'histoire. Et Lanzmann a une réponse très radicale à cette question de comment filmer l'extermination. Voilà, sa réponse très radicale, c'est je ne veux pas d'images, d'archives, je ne veux pas, surtout pas reconstituer par la fiction, en faisant des images moi. Ce que je veux enregistrer, ce sont des témoignages que je resitue in situ et qui vont me permettre de comprendre ce qui est incompréhensible et de figurer ce qui ne peut pas être figuré autrement. Donc la réponse de Lanzmann, c'est une réponse, je dirais, du verbe, hein, du témoignage, face à une réponse de l'image, que ce soit une image d'archive ou une image reconstituée. Et Godard va intervenir dans ce débat tout en condamnant aussi à sa façon très, très directe, très sarcastique, un type d'images qui peuvent se faire. On est au moment où voilà, un certain nombre de films hollywoodiens ont reconstitué cette histoire dans un aspect très pédagogique, en fait, hein, pour faire comprendre. Mais il y a un refus de cette reconstitution-là. Et donc Godard dit de façon assez provocatrice, ces images ont existé. Voilà, par exemple, l'image des chambres à gaz, elles ont forcément existé puisque les Allemands filmaient tout, les nazis avaient une sorte de bureaucratie qui les contraignait à garder des documents de tout. Donc ces images ont forcément existé. Et si je les cherche avec un bon détective, dit-il, je les trouverai au bout de quelques années.
Et Lanzmann répond, d'une part, ces images n'existent pas, elles ont été détruites, et d'autre part, si une telle image existait, jamais je ne l'utiliserais, jamais je ne la montrerais. Et je la détruirais même. Donc il fait une provocation sur la provocation. Donc ce débat, c'est vraiment sur la nature du cinéma, enfin sur la nature de l'image. Est-ce que cette image peut exister, et surtout, comment utiliser une telle image. Donc voilà, c'est ce type de controverses, de débats qui m'ont semblé assez, à la fois passionnantes en soi et posant la question, en fait, d'une autre manière. Bien sûr, c'est pas une question là de la mort. La mort du cinéma ne se pose pas suivant la question d'une mutation technologique, mais elle se pose sur la question de la morale, de la responsabilité du cinéma. Il y a comme une sorte de double responsabilité du cinéma, en fait, donc pour Rivette ou pour Godard ou pour Resnais aussi, par exemple. C'est d'une part que le cinéma doit être là. Il n'a pas été là, ou très peu, voilà, pendant que cette histoire s'est déroulée. Il a été là d'une certaine manière in extremis, c'est-à-dire, voilà, en 1945, effectivement, il y a des équipes de cinéastes qui sont avec l'armée américaine ou avec l'armée russe ou avec l'armée anglaise et qui rentrent dans les camps et qui filment quelque chose. Alors, ce n'est pas l'image, je dirais, au présent de l'extermination, évidemment. C'est une image, une after-image, comme on dit, qui vient juste après, mais qui a existé. Donc, par exemple, Godard dit que grâce à ces images-là, ces petits films d'actualité, hein, qui ont été utilisés dans les actualités, qui ont été montrés au printemps 45, puis enlevés, puis ils sont revenus, par exemple, dans les films de montage de Resnais, ces images qu'aujourd'hui on connaît bien, en fait. Eh bien, voilà, Godard dit que c'est grâce à ces images-là que le cinéma s'est sauvé, hein, que la morale du cinéma est sauve, parce qu'il existe ces images-là. Hein. Il dit le cinéma a été sauvé par ces quelques secondes de film où c'est imprimé quelque chose du réel de l'extermination. Et puis, d'autre part, Godard dit, donc, contrairement à Lanzmann, que ces images-là, il va les utiliser, il va les monter, et donc c'est le grand projet, en fait, je dirais du Godard des années 80, 90, hein, c'est son histoire, ses histoires du cinéma, hein, ces 8 épisodes voilà, qui correspondent à peu près à 4 heures 4 heures et demie de film, où Godard va en quelque sorte refaire une histoire du cinéma, depuis les origines jusqu'à lui, je dirais, autour de cette idée de la responsabilité du cinéma face à l'histoire, autour de ces quelques... En fait, le cœur de ces de ces films, ce sont ces quelques images enregistrées en 1945, qu'il montre à peine. Justement, c'est ça, mais qui vont susciter toute une sorte à la fois de réflexion sur l'histoire qu'il peut avoir, et puis une forme extrêmement... et donc là, Godard retrouve quelque chose qui appartenait à Gans, par exemple. Hein, c'est-à-dire que cette idée que, voilà, le cinéma pose la question de la mort, le cinéma est fragile parce que... voilà, sa responsabilité est engagée dans cette question, et il y a répondu par quelques secondes de film. Alors, est-ce que quelques secondes de film peuvent sauver les milliers et les milliers d'heures du cinéma qui n'ont pas été présentes quand il le fallait? C'est une question, et la réponse de Godard, c'est en quelque sorte de proposer une forme de cinéma qui va permettre de visualiser cela de façon très
les histoires du cinéma proposent une forme un peu comme Gans, je dirais, comme Gans qui fait renaître les corps, qui relève les images. Il y a cette idée-là chez Godard je dirais, dans la manière dont il utilise la vidéo, dans la manière dont il rapproche les images. Il y a quelque chose, voilà, produire un peu des sortes d'étincelles de renaissance du cinéma. Oui, tu évoques tu reprends un propos de Solers dans un entretien donné au Cahier du cinéma. Solers qui évoque ces histoires du cinéma comme un film du jugement dernier. Et d'ailleurs, tu vois, quand je me suis dit, c'est moi qui allais te demander si on pouvait le rapprocher de Gans, mais tu l'as dit avant. Donc, mais il dit, Solers écrit qu'il fait revivre ces milliers d'ombres qui ont été projetées sur les écrans, il les juge et il les sauve. Il est comme un chef d'orchestre des spectres. Et je pensais effectivement à ce que tu disais précédemment de Gans. Mais tu ne t'arrêtes pas à Godard, pour Godard, sur ces histoires du cinéma des années 80. Mais finalement, c'est avant que des choses se passent. Et là, tu cites ce livre sur la mort du cinéma de Gérard Laine, qui, lui, considère que finalement, une des premières dates peut-être importante, en tout cas d'une mort moderne du cinéma, c'est déjà Pierrot le Fou. Toi, tu parles aussi et tu évoques Weekend. C'est-à-dire que finalement, Godard ne cesse d'accompagner cette idée de la mort du cinéma depuis les premières œuvres, et non seulement en répondant aux questions que pose l'histoire, mais aussi aux questions que pose à la fois la mort dans le cinéma, mais aussi peut-être cette mort qui est liée même à l'outil, à la machine. Oui, et puis qui est lié aussi à une vision que Godard développe de lui-même, de sa place dans l'histoire. Bon, il y a quelque chose de très, je dirais presque un peu performatif chez Godard. C'est cette idée qui, à un moment, commence à le saisir que lui-même est mortel, que lui-même va mourir. Alors, c'est une idée qui l'habite beaucoup puisqu'il est toujours vivant. Mais c'est un petit peu comme le cinéma, on n'arrête pas de dire qu'il va mourir et puis il est toujours là. Voilà, Godard est le dernier de cette génération, le dernier grand cinéaste de la Nouvelle Vague à être toujours là, à 91 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement cette idée que, je dirais, une manière de faire du cinéma est en train de disparaître. Godard l'a porté personnellement, oui, de la fin des années 60 à la fin des années 80. Il a beaucoup dit à ce moment-là que le cinéma était en train de mourir ou allait mourir, essentiellement autour de cette préoccupation qu'il avait de sa propre mort à lui. Donc, bon, c'est une question qui, chez Godard, prend un sens, donc, vous l'avez compris, assez égocentrique, assez égocentré en tout cas, mais en même temps, ce qui est intéressant chez Godard, c'est que ça provoque une véritable panique, une véritable inquiétude, une véritable obsession. Donc on voit dans les films, oui, à partir de Weekend, il y a notamment ce photogramme et ce slogan final, fin du cinéma. Voilà, qui finit, qui clôt Weekend, et puis ensuite tous les films de Godard des années 80, 90 sont véritablement, et les histoires du cinéma, j'en ai parlé, sont vraiment investies par cette fatalité qui est en train de tomber sur le cinéma. Alors je dirais, c'est à la fois un effet
personnel, de biographique chez Godard, hein, d'inquiétude par rapport à... Il ne faut pas oublier que Godard a traversé dans les années 70 notamment des moments de très graves, crise, accident, dépression, qui en fait un homme qui est, je dirais, presque un peu prématurément vieilli et visité par l'obsession de sa propre mort, de sa propre disparition. Donc ça, c'est une première réponse, disons, assez égocentrée. Il y a une autre réponse qui est celle d'un contexte, hein, qui aboutit au milieu des années 90. Il ne faut pas l'oublier. On est dans un contexte qui est celui du centenaire du cinéma, où le cinéma est définitivement devenu un art, je dirais, un art minoritaire. Hein, c'est l'image majoritaire, c'est celle de la télévision, c'est celle de la publicité, c'est une image qui est de nature très très différente de celle du cinéma et qui fait que un certain nombre de grands cinéastes, et Godard n'est pas le seul, ont l'impression de vivre la fin du cinéma, au sens où le cinéma est devenu quelque chose de tellement minoritaire, de tellement comme des sortes de petits îlots comme ça, de plus en plus isolés, qu'il serait un peu comme les derniers des Mohicans. Hein. Il y a un très beau dialogue comme ça entre Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Mocky dans un film de Godard, Le petit commerce du cinéma des années 80, hein, où il se désigne eux-mêmes comme les derniers Indiens en voie d'extermination. C'est la fin de toute une génération de cinéastes. Qui a commencé. C'est un mouvement qui a commencé avec la mort. À la fin des années 70, il y a toute une série de grands morts, Hitchcock, Renoir, Lang, tous les grands cinéastes admirés par ces jeunes gens qui étaient Godard et Truffaut quand ils étaient critiques. Hein. Ils sont en train de mourir et ils ont vraiment l'impression de vivre quelque chose qui est la fin du grand cinéma qu'ils ont eux-mêmes tenté de perpétuer, de continuer. Et quand, disons, une quinzaine, vingtaine d'années plus tard, au milieu des années 90, eux-mêmes se mettent à mourir, comme Truffaut, comme d'autres, et comme, il y a cette idée vraiment que le cinéma, art minoritaire, art dominé, art rangé sur le côté, est en train de disparaître. Je pense que c'est comme... À chaque fois que cette idée de la mort du cinéma est venue, c'est une idée qui est à la fois illusoire, c'est-à-dire que on est 25 ans plus tard, le cinéma est toujours là. On peut pas dire que le cinéma soit mort. Il est certes toujours un art minoritaire, mais il a gardé un prestige qui fait que quand se réunissent une fois par an, quand ça a lieu, mais au Festival de Cannes, les 30 films peut-être les plus importants de l'année, ça reste un événement qui est couvert par le plus de journalistes au monde. Donc le cinéma a toujours ce prestige-là, il est toujours là, mais ça n'empêchait pas du tout cette question de se poser de façon très directe, très angoissée, 25 ans auparavant. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est que ça produit, là encore, cette angoisse, cette panique devant la mort prochaine, ça produit du cinéma. Hein. Le cinéma que Godard fait à ce moment-là, à travers les histoires du cinéma, ou quelques années avant, ces films aussi passionnants que sont Sauf qui peut la vie, Prénom Carmen, Passion, qui sont vraiment des films qui sont hantés par l'idée que ce sont un peu des derniers films avant la mort, avant la disparition. Ils portent quelque chose qui est à la fois une sorte de furie un peu expérimentale, hein, de croiser
de croiser les expériences. Pour Godard, par exemple, c'est de croiser la vidéo et le cinéma traditionnel. Et puis à chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, Godard, comme une véritable machine, s'approprie. Voilà, quand arrive quelques temps plus tard, quand revient la 3D, Godard veut faire un film en 3D, va faire son film en 3D. Donc voilà, il y a cette idée qu'à la fois il est le dernier des Mohicans, et en même temps, c'est, je pense, à partir de cette angoisse-là qu'il ne cesse de créer à nouveau, de produire des formes paradoxales, expérimentales, surprenantes, et donc de continuer à être vivant. Donc voilà, c'est aussi pour ça que le livre voulait accompagner Godard jusqu'au bout, entre guillemets, pas tout à fait jusqu'à sa mort, mais presque, puisque bon, je commence le livre par là et je le finis aussi par là. Ce qui est intéressant, c'est que Godard a filmé sa propre mort, en fait. Donc il a filmé ça dans deux films qui sont c'est la manière dont Godard fonctionne depuis quelque temps, des petits essais comme ça, cinématographiques. Donc il y en a un qui est une sorte d'adieu. Alors c'est un adieu, ça s'appelle Adieu au TNS, au Théâtre National de Strasbourg, où Godard voilà, psalmodie quelques mots dans une façon, une sorte de message d'adieu qui est repris d'une sorte de lettre d'un condamné à mort qui va être exécuté le lendemain. Donc voilà, qui va mourir, et au fur et à mesure du film s'efface derrière des halos de fumée. C'est vraiment une manière très directe de filmer sa propre disparition. Et puis il a filmé d'une autre manière encore plus, je dirais presque un peu crue, frontale, quand en 2014. Il a une attaque, un infarctus qui le laisse vraiment aux portes de la mort. Enfin, lui-même, pendant les 3 mois qu'il passe à l'hôpital de Lausanne, il est et tous les gens autour de Godard pensent qu'il est mort. Donc voilà, il est mort, mais il revient. Comme toujours jusqu'à présent. Et quand il rentre chez lui tout seul, 3 mois plus tard, il a fait installer, donc c'est un dispositif, hein, c'est là où voilà, la créativité, elle est dans le dispositif, hein, exactement comme Abel Gans. Voilà, Godard a fait installer chez lui 3 caméras, une dans l'espace où il va rentrer pour la première fois depuis quelques mois, une dans son escalier où il va monter, et puis une dans sa chambre. Et donc on voit ce vieil homme qui revient chez lui, qui a toutes les peines du monde à monter l'escalier. On le voit vraiment très essoufflé, et puis qui s'allonge dans son lit, au 3e moment, et qui fait le noir, qui fait la nuit, qui est éteint, et qui va lire les dernières phrases d'un roman de Faulkner, et qui sont dédiées à la mort du personnage, et qui, voilà, dans le noir, s'effacent comme ça. Donc il a filmé vraiment sa mort, mais à chaque fois, cette question de la mort, de la disparition, qui se fait grâce au cinéma, elle est aussi l'occasion par le dispositif mis en place, par la forme même que prend le film, de ce qu'on pourrait appeler des sursauts vitaux, puisque c'est des sursauts d'expérience. Voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler mourir en beauté, hein, mourir en beauté grâce au cinéma. Alors ce sera une dernière question, parce qu'il faudra filer la cinémathèque, et on va prendre Godard comme d'habitude, comme le dernier exemple, ou le premier exemple, et c'est la statue du commandeur, plutôt. En 65, il écrit « J'attends la mort du cinéma avec optimisme ». Est-ce que en 2015, 50 ans après, ou en 2025, 60 ans après, un jeune cinéaste qui est pris d'expérience pourrait dire la même chose, sachant quand même que
après avoir dit ça en 65, il fait Histoire du cinéma, qui est un film gorgé, saturé de mélancolie, que l'exposition qui lui est consacrée au Centre Pompidou est quand même une exposition très perturbante. Une exposition de ruines. De ruines, c'est ça, dans un désordre inouï, mais formidable, mais c'est la ruine. Donc, est-ce que l'un de ces cinéastes qui peut-être le suivent pourrait reprendre cette phrase-là? Moi, je dirais que, pour finir, on peut tous reprendre cette phrase-là. J'attends la mort du cinéma avec optimisme. Voilà, on revient depuis un mois et demi, depuis le 19 mai dans les salles, après près d'un an voilà, le cinéma s'est arrêté pendant un an. Et je pense qu'on est là dans cette situation qui fait basculer de la mort, le cinéma est mort, à vive le cinéma. Donc j'attends la mort du cinéma avec optimisme. Voilà, comment est-ce qu'on peut analyser ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Je pense qu'il y a évidemment beaucoup d'inquiétudes. Je dirais, c'est vrai qu'une part non négligeable, sûrement du public, est passée est sortie de la salle, peut-être définitivement. Passer vers les plateformes, passer vers d'autres manières de regarder les films. Alors, bon, première question, est-ce que ça, c'est la mort du cinéma? Alors, bon, je vais pas entonner la réponse des majoritaires de ces plateformes, disant non, c'est toujours du cinéma, et des plateformes comme Netflix, par exemple, qui produisent du cinéma, puisque ils ont maintenant une sorte en vitrine comme ça, parmi certains des grands cinéastes d'aujourd'hui, ils travaillent directement pour Netflix. Donc, moi, je ferai une première réponse à cette question. Est-ce que c'est encore du cinéma? En contournant Netflix et en allant voir d'autres plateformes, effectivement, je pense qu'il y a un effet de cinéphilie qui s'est emparé d'un certain nombre de lieux de cinéma qui ne sont pas à la salle, mais qui sur des écrans, d'autres écrans, permettent d'avoir cette cinéphilie toujours aussi active. Bon, voilà, chacun peut reconnaître les siens, mais voilà, il y a la plateforme Henri de la Cinémathèque, référence à Henri Langlois, la Cinétech, voilà, toute une série de plateformes qui, à leur échelle, qui est une échelle minoritaire, mais qui est une échelle cependant qui existe et qui existe fort, et qui propose d'entretenir la vie du cinéma à travers le plaisir de voir des films qui n'est pas ce plaisir forcément, je dirais, massif, qui est celui qu'on peut avoir devant un blockbuster hollywoodien. Je pense qu'à terme, en tout cas, ces films, effectivement, et donc les salles qui vont avec, c'est-à-dire, par exemple, les multiplex, ce genre ce qui est le plus massif dans la vision du cinéma en salle, est peut-être effectivement en train de disparaître. Je pense que là, on est devant une évolution qui me semble difficilement contestable. Par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'une autre manière de retourner en salle, et je finirai là-dessus, n'a pas été, en tout cas une autre manière de voir les films, et donc la présence de la salle n'a pas été tant que ça. Et on en retrouve aujourd'hui le plaisir et je dirais presque quelque chose qui nous semble indispensable dans les réseaux de salles de recherche, de salles d'arrêt-essai. Et ça me semble au contraire, je dirais presque paradoxalement, avoir été solidifié, avoir été revivifié par la crise qu'on vient de vivre, par la mort du cinéma, l'arrêt du cinéma en tout cas. À la fois parce que on est en France et qu'on a une structure
structure, je dirais, héritée de la politique culturelle qui fait que ces salles ont été subventionnées. Elles ont pu fonctionner pendant un an sans spectateurs, sans être ouvertes, fonctionner au sens financier du terme. Voilà, elles ont traversé la crise grâce à ces subventions. C'est quelque chose de très important. Et puis, d'autre part, ces subventions... les organismes qui les gèrent et qui les distribuent, ils sont en train de comprendre aussi qu'elles sont entrées en crise, mais qu'elles peuvent être nourries par la crise. Au sens où, aujourd'hui, ce qui est en train de se décider, c'est une taxation importante sur les plateformes précisément américaines. Ou japonaises, ou chinoises bientôt. En tout cas, voilà, il y a une ponction sur ce qui pourrait faire mourir le cinéma, qui est en train de s'opérer. Voilà, donc la mort du cinéma, elle est en train de produire une manne. C'est le paradoxe de cette histoire qui renaît à partir de la mort. Et dernière chose, je dirais, sur ce désir de retourner en salle, il me semble qu'il est très palpable dans les salles les salles qui organisent ce désir de retourner en salle, c'est-à-dire les salles qui proposent toute une activité, notamment cinéphile. Vous en avez ici à Toulouse, c'est très important. Et je pense que, moi, c'est ce que je partage comme écho, en tout cas, de pas mal de directeurs de ces salles ou de directrices de ces salles. Ils ont à la fois traversé une sorte de tempête, de crise, ils en sortent presque un peu groggy, mais en même temps ils sont extrêmement enthousiastes et extrêmement pleins de vie, précisément sur l'idée que le retour de ce désir de cinéma est extrêmement puissant aussi, quoi. Voilà, donc le cinéma s'est arrêté, il est mort, mais il est aussi en train de renaître. Donc ce sera le mot de la fin. Là, on ne va pas vers un blockbuster, mais vers un film à grand spectacle. C'est un blockbuster. On disait film à grand spectacle. On disait déjà blockbuster. Minoritairement. L'expression blockbuster, elle apparaît majoritairement dans les années 70, avec les films comme... le premier gros blockbuster, c'est Les Dents de la Mer. Mais dès la fin de la guerre... Pour les gros films américains, on a commencé à dire blockbuster parce que c'est une expression que ça veut dire blockbuster, c'est une bombe qui va détruire des blocs, qui est tellement puissante qu'elle. Et donc les producteurs américains ont eux-mêmes appelé les gros films qu'ils étaient en train de produire des blockbusters. En tout cas, c'est dans Cinémascope à la Cinémathèque, c'est dans 10 minutes. Voilà. Et Franck. Voilà, faut y aller. Merci. Merci. Et lecture de Le cinéma est mort, vive le cinéma, Histoire Caméra 2. It brings a tear into my eyes when I begin to realize. Il s'agissait d'Antoine Debec à la librairie Ombre Blanche, mardi 22 juin 2021, auteur de l'ouvrage chez Gallimard « Le cinéma est mort, vive le cinéma ». Antoine Debec a aussi fait paraître une histoire des cahiers du cinéma en 2 volumes, une biographie de François Truffaut, de Godard, ainsi que d'autres ouvrages tels que La Nouvelle Vague, Portrait d'une jeunesse. Il a consacré des études à Tim Burton, Manuel de Oliveira, Andrei Tarkovsky ou Jean Eustache et a dirigé en 2012 le dictionnaire de la pensée du cinéma au PUF. La rencontre que vous venez d'écouter a été réalisée et mise en onde par Radio Radio. Are running wild.